la console pour toi c'est un défouloir ou c'est plutôt un moment de calme et de réflexion? C'est un peu des deux, mais c'est effectivement plus un moment de détente où j'ai envie de laisser aller. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Santé Darius. Santé Patrick. Alors aujourd'hui, à l'apéro du chef, on va parler de beaucoup de choses parce que, comme tous les jeunes de notre génération, t'es multitask, multi-talent, multi-activités. Mais je pense que le mieux pour présenter Darius, c'est Darius lui-même. Donc, qui es-tu, mon cher? On manque souvent d'objectivité pour se présenter vraiment comme il faut, mais qui je suis un petit jeune de 27 ans qui s'est lancé en politique il y a quelques années. J'ai commencé ma vie en Iran, j'ai passé 7-8 ans là-bas et ensuite je suis venu en Suisse. Et puis là, il y avait du pain sur la planche, il fallait apprendre le français, il fallait se lancer gentiment en politique parce que depuis que je suis petit, j'ai envie de commencer ça. Et l'intérêt pour les affaires et pour l'économie en général, pour le business, est venu plus tard. J'avais en tête de devenir politicien, puis après j'ai appris qu'on ne pouvait pas faire ça en Suisse comme métier. Et puis finalement, ça me convient encore mieux comme ça. Mais voilà comment je suis arrivé ici et comment j'ai commencé le parcours là. Ouais. Donc tu es donc en politique, mais tu es encore étudiant, il me semble. Oui, exactement. Ouais, Exactement. Je finis gentiment un master à Lausanne en intelligence économique. Et puis c'est justement par les études que j'ai commencé à avoir cette fibre, soit on me l'a donnée, soit ça existait déjà, mais cette fibre entrepreneuriale, cet amour, cette petite passion pour le business, pour le lancement d'entreprise, pour ne serait-ce que l'économie dans son ensemble. Et plus j'ai avancé là-dedans, et plus le choix que j'avais fait, c'est-à-dire politiquement, le PLR, s'est révélé en plus être en accord avec tout ça. Donc c'est effectivement, j'entame la dernière année de master. En économie, du coup. Oui, d'accord. exactement. Pas Sciences Po. Pas Sciences Po. Non. J'ai fait une année en Sciences Po en réalité. Tu mets le doigt là où il faut parce que j'ai fait une année de Sciences Po. J'ai même fait du droit. Donc tu vois, j'ai eu un parcours plutôt sinueux en réalité. Mais à chaque fois, ça m'a construit. Je dirais qu'au début, j'étais pas prêt pour travailler. Tu sais, on a 20 ans, on touche un peu. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire et puis à quoi on touche. Et petit à petit, je me suis rendu compte que avec les expériences que j'ai faites, c'était l'économie qu'il me fallait. C'est ce qui me passionnait vraiment. Et puis, ça tombait à peu près au moment où je commençais gentiment à être prêt à travailler aussi. Donc, finalement, tout s'est ensuite aligné. Super. Et il y a un dernier pan, enfin, il y a une autre partie de ton activité, celle de la Chambre du commerce. Parce qu'en fait, c'est ça, quand j'ai vu ta page, je me dis, mais comment je vais le présenter? Politicien, diplomate, étudiant, président des jeunes PLR ou quelque chose comme ça? Je l'étais. Oui, donc je l'ai du été. coup, vraiment multitask. Donc je me suis dit, on va aborder les différents points. Oui. Comment t'es rentré à la Chambre? Qu'est-ce que tu fais exactement? Et Écoute, précise quelle chambre, parce que c'est vrai. Alors, la Chambre, c'est la Chambre de commerce Iran-Suisse. Depuis mes débuts en politique, j'avais aussi cette ambition un peu folle, un peu intouchable quand on fait de la politique locale ici, qui était d'essayer quelque part de faire le pont entre la Suisse et l'Iran. Comme je suis iranien, l'Iran me tient évidemment énormément à cœur. C'est un peu. Qui est un partenaire. De toute façon, c'est un partenaire historique, commercial de la Suisse. En plus, exactement. Donc ça tombait d'autant mieux. Mais c'est vrai que l'Iran est ma mère et puis la Suisse est mon père, et j'avais envie de faire le lien entre les deux. La Chambre de commerce Iran-Suisse, c'était l'un des moyens possibles. Et finalement, Vincent Subilia, qui est au parti et qui travaille à la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, a eu la gentillesse de me présenter Jacques Jeanneret à l'époque. Et puis, on a rapidement sympathisé. Ils m'ont donné des conseils sur les moyens de m'engager. L'un de ces moyens était effectivement la Chambre. Et j'ai commencé à travailler dans cette chambre-là. On développait une jeune association, parce que les chambres de commerce en général sont des associations. Donc on développait cette chambre qui était assez récente, et je suis arrivé, tu sais,
exactement à ce moment où l'Iran et les États-Unis avaient passé l'accord sur le nucléaire. Donc l'Iran commençait à s'ouvrir. On avait de plus en plus d'investisseurs suisses qui voulaient aller en Iran, voir le pays et puis s'installer là-bas. Donc ça a été génial. Et puis 2 ans après à peu près, l'accord a été brisé par les États-Unis de façon unilatérale. Le travail, on en avait moins, mais il s'agissait à partir de là de commencer un travail plutôt communicationnel, culturel, et simplement dire aux Suisses à quoi ressemble le vrai Iran, comment est le pays, et puis comment on peut éventuellement aller là-bas en tant que touriste et ensuite en tant qu'investisseur. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Et comment est-ce qu'on arrive à être sérieux à 24, t'avais quel âge quand tu as commencé? J'avais 23-24 ans, Ouais, ouais, à peu près. Est-ce qu'on arrive à être pris au sérieux? En Suisse, oui. Ouais. En Suisse, oui. Je crois que c'est l'un des rares pays dans lesquels on te laisse une vraie chance. On t'écoute. Moi, au sein du parti, au sein de la Chambre, dans les autres engagements, je me suis toujours rendu compte qu'on était toujours écoutés. On est complémentaires. On ne voit pas en nous la même expérience ou le même apport que quelqu'un d'un peu plus âgé, mais on voit une certaine complémentarité parce qu'on se dit, bon, ce jeune, il va venir avec plein d'idées, il va bousculer le système qu'on a mis en place et qui perdure depuis des années et puis qui finalement ne change pas énormément. Il va nous aider à transformer ça avec sa créativité. Et donc on nous écoute. On nous écoute et j'ai l'impression, en écoutant parler peut-être parfois des Français ou des Iraniens avec lesquels je parle et qui se sont lancés dans des milieux économiques ou politiques, que malheureusement pour eux, ils n'ont pas la même chance que celle qu'on a en Suisse. En France, on dit souvent qu'il y a une limite. Il faut atteindre les 45 ans avant de commencer à être un peu écouté. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'étais vraiment impressionné par ton parcours parce que je me suis dit, il ne sert pas le café, il n'est pas stagiaire, il est vraiment dans la chambre, il fait des... Mais tu sais, quand j'ai l'occasion de servir le café, j'ai envie de le faire aussi. Quand j'ai l'occasion de... Je vais te dire, j'ai travaillé à la COP par exemple pendant 1 année et demie et ça m'a énormément instruit. Beaucoup plus que beaucoup de choses qu'on peut faire à l'extérieur, beaucoup d'autres métiers qui sont beaucoup plus élitistes, beaucoup plus acceptables entre guillemets. Alors s'il faut servir le café, je le ferai et tu apprends, toutes les occasions sont bonnes pour apprendre. Puis toi, tu es un parfait exemple de ça. Quand tu aimes entreprendre, quand tu aimes apprendre des gens, tu vas pas faire de distinction entre les métiers ou entre les gens. Tu veux saisir n'importe quelle opportunité pour apprendre. Non, c'est clair. Mais c'est pour ça que, alors bravo de mentionner les petits boulots, enfin les boulots que tu as fait. Moi, c'est vrai que quand je regarde les CV, tous ceux qui sont passés par les fast-food quand ils étaient étudiants, bah ça c'est une valeur pour moi parce que ils ont appris, quoi. Et puis appris la notion du travail dur. Tout à fait. Dur parce que c'est pas évident. Exactement. Il y a un autre point, le sport. Tu as fait du karaté, il me semble. J'ai fait un peu de karaté. Oui, j'ai fait un peu de karaté. Tu as donné plus de baignes sur le tatami ou en politique? En politique, je crois, si on fait vraiment le calcul, j'ai plus reçu que donné. Mais le karaté, ça m'a vraiment servi de pont entre l'Iran et la Suisse. J'ai commencé quand j'avais 6 ans en Iran. Et quand je suis venu en Suisse, j'avais évidemment aucun repère, pas d'amis, pas d'engagement. J'avais 8 ans. Tout était plutôt compliqué et puis j'étais plutôt isolé. Pour un enfant de cet âge, en général, c'est pas très simple de gérer une situation où tu te sens seul. Mais en fait, très rapidement, on s'est intéressé au club de karaté ici à Genève. J'ai commencé le karaté et c'est là que j'ai commencé à trouver mes premiers amis. Et donc le karaté a été, en plus de tout ce que ça m'amène, à tout le monde, hein, c'est-à-dire l'équilibre, exactement, le côté peut-être zen qu'on me prête parfois, peut-être à tort d'ailleurs. Mais au-delà de tout ça, le karaté a été un vrai pont culturel, un vrai pont entre les deux vies que j'ai pu avoir. T'es allé jusqu'à quel grade? Jusqu'à la première dan. Mon père m'avait toujours dit que si je voulais arrêter le karaté, parce que quand j'étais tout petit, je voulais arrêter le karaté, tu sais, on commence ça et puis on voit des gens qui se tapent dessus, on voit un peu d'agressivité, on voit beaucoup de rigueur. En Iran, c'est très rigoureux comme sport. Quand tu vois tout ça, t'es pas prêt. Moi, je pleurais pendant les cours, les premiers en tout cas. Et puis, mon père m'a toujours dit, le jour où tu auras la ceinture noire, tu pourras décider si tu veux arrêter ou non. D'accord, c'était le deal. C'était dit. J'ai continué le karaté pendant... combien de temps ça a fait? Pendant près de 15 ans, 16 ans. Ouais, première dan, c'est bien une dizaine d'années en tout cas. Exactement, j'ai eu cette première dan. J'ai fait une très modeste place, 5e mondiale. C'était modeste parce que j'ai eu beaucoup de chance pour arriver là où je suis arrivé dans cette compétition. Mais
finalement, je crois que je me suis un peu prouvé. Je voulais continuer parce que j'adorais instruire. J'ai commencé à enseigner le karaté. Mais tu as parlé de la politique, tu as parlé de l'entrepreneuriat. Et tout ça, malheureusement, laisse assez peu de place à des sports, surtout à ce niveau-là. Bien sûr, faut trouver le temps pour savoir des loisirs. Mais c'est vrai que si tu as des exigences, surtout quand tu as été à un très haut niveau, ne pas avoir le temps. Moi, j'ai arrêté le sport de combat aussi à cause de ça, parce que j'avais plus le temps. Quoi. Exactement. C'est exactement ça. Comment tu as vécu les quelques turbulences au sein du parti et là avec le Covid? Comment tu as passé ton temps? Écoute, comment j'ai passé mon temps? Moi, j'ai essayé de continuer sur mon chemin. C'est-à-dire qu'à la commune, on n'a pas chômé. Très sincèrement, les turbulences auxquelles tu fais allusion, et puis tu fais la distinction entre ces turbulences et le Covid, donc je comprends que tu ne parles pas de la même chose, mais pendant les turbulences, je me suis occupé de mes affaires communales. J'ai eu l'occasion de dire ce que je pensais de ces turbulences malgré tout. Je l'ai fait avec conviction et mes convictions n'ont pas changé. Mais j'ai lancé mes projets politiques à la commune, j'ai lancé des motions, on a avancé tous ensemble avec un groupe hyper soudé sur beaucoup de projets. Donc on n'a pas vraiment chômé. La deuxième turbulence, celle du coronavirus est arrivée. On a très rapidement, et puis quand je dis on, c'est en réalité plutôt l'administration, la mairie a mis en place une plateforme d'aide aux aînés. On s'est tous inscrits en masse, les jeunes surtout, pour arriver à aider les Quand tu dis la commune, c'est pas Genève, c'est ta Collonges-Bellerive, la commune exactement. Pour aider les personnes les plus âgées, presque tous les jours, pendant les heures de cours, je faisais les courses pour les personnes plus âgées, je promenais les chiens, etc. Et ça a été finalement une période qui a énormément appris, encore une fois, très instructive, mais on n'a pas chômé. Après, finalement, je l'ai plutôt bien vécu, surtout le confinement. Tu sais, la période du confinement, j'ai eu la chance de plutôt bien la vivre. Je suis un ancien joueur de jeux vidéo, et quand tu as ce profil-là, en général, quand on te demande de rester cloîtré chez toi, tu es plus content que triste. Ok. Et à quoi il joue Darius quand il est sur sa console? Jeu de stratégie politique, tu sais. Mais alors, tu crois pas si bien dire. Entre autres, je suis un peu un touche-à-tout. Comme dans la vie, j'ai envie d'apprendre de toutes formes de jeux. J'ai joué à des FPS. Là, on entre un peu dans ce qui est technique, mais à des jeux, tu sais, de guerre et ce genre de choses, autant qu'il y a des jeux de simulation. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce genre de choses, mais des fois, on entend des choses comme le Farming Simulator, par exemple. Ce sont des jeux dans lesquels tu fais de la simulation de certains métiers qui existent dans la vie réelle. Et puis, je suis allé jusque-là. Donc, tu vois, j'ai touché à tout quand j'avais l'occasion de le faire. Okay. Je te voyais bien sur SimCity, tu vois. T'as pas tort. T'as pas tort. Ouais. Et quand tu es sur la console, c'est instructif comment je pourrais dire ça? La console pour toi, c'est un défouloir ou c'est plutôt un moment de calme et de réflexion? C'est un peu des deux, mais c'est effectivement plus un moment de détente où j'ai envie de laisser aller, où je me dis bon, ça fait 6 jours cette semaine qu'on bosse à fond, que les équipes, que ce soit en politique ou dans les affaires, sont à 100%. J'ai l'impression d'avoir tourné à plein régime. Je mets mon téléphone en mode avion et je suis parti dans mon truc pour la journée. Et puis c'est effectivement plus un moment de calme et d'apaisement. Donc les parents qui nous regardaient, sachez qu'on peut jouer aux jeux vidéo et être quelqu'un d'équilibré. Équilibré, ça c'est toi qui le dis. Et d'avoir une carrière en politique, en tout cas. J'aime à le croire et je le rappelle souvent parce qu'évidemment, ça a un rapport avec la politique. Souvent, on parle de la violence qui existe dans la société et on prête à cette violence l'un des facteurs qui sont les jeux vidéo. J'aime à rappeler qu'à l'époque d'Aristote, on a mis en place le théâtre pour déverser, tu sais, cette colère des gens, la frustration des gens dans le théâtre. Ils avaient l'impression d'avoir accompli ce qu'ils ont vu sur scène. Les jeux vidéo, c'est un peu pareil. Tu vis quelque chose dans un autre monde. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles tu passeras jamais à l'acte dans le monde réel. Ça, c'est l'une des choses. Puis après, évidemment, le côté défouloir, le côté apaisement, le côté partage, parce que le jeu vidéo, c'est aussi un moment de partage avec ses amis. Tout ça, c'est pas à négliger. Bien sûr. Jeune, aimant les jeux vidéo, tout ça, bientôt diplômé. Comment tu vois l'avenir là au niveau économique, professionnel?
Écoute, avec les périodes qu'on vit actuellement justement? c'est difficile pour tout le monde. Ça va être difficile pour tout le monde, ça va être difficile de trouver un emploi. Moi, j'ai énormément d'amis, mais je crois qu'on en a tous, à partir de la sortie d'université, et même avant, évidemment, apprentissage, etc., qui n'arrivent pas à trouver d'emploi. Ça va devenir de plus en plus compliqué, même pour les personnes qui sont très bien formées, qui ont vraiment une formation de pointe. Donc, il y a des inquiétudes à ce niveau-là qui ne sont pas forcément personnelles, qui sont vraiment d'ordre collectif. Et puis après, sur le plan personnel, aujourd'hui, il y a quelques mois, si ce n'est une année maintenant, j'ai lancé une entreprise avec un associé. On verra si on peut éventuellement en vivre, mais c'est une entreprise de conseil légal et stratégique. Le but étant, grosso modo, de prendre les jeunes entrepreneurs, de leur dire: vous venez chez nous, on vous encadre, on vous accompagne dans le lancement de votre entreprise, et puis on vous lâche quand vous avez trouvé vos ailes, quand vous savez voler. Donc une pépinière, parce que une pépinière. C'est un peu une pépinière, c'est un peu une forme d'incubateur. Ouais. Et évidemment, ces conseils pour le temps, l'énergie, l'effort qui est mis dedans, et puis pour les ressources qu'on doit déployer pour le faire, ce sont des conseils qui sont payants, mais qui sont, par rapport à ce que tu trouves sur le marché, complètement cassés en termes de prix. D'accord. Le but étant, quelque part aussi, d'aider ces jeunes, parce que tu en as parlé avant, on vit une situation dans laquelle c'est tellement important, quand surtout on peut se le permettre, de contribuer à l'économie, au commerce, de contribuer aux jeunes d'innover et puis d'émerger avec leurs entreprises, et peut-être quelques mois ou quelques années plus tard d'offrir de l'emploi, que tant qu'on a le loisir de le faire, on le fait à prix cassé, et puis en mettant plus de temps et d'argent de notre côté que ce que des concurrents entre guillemets feraient. Ouais, je comprends. Le profil de ton associé? C'est un juriste. C'est un juriste. C'est lui qui s'occupe de coordonner l'équipe légale, qui est composée d'avocats, de juristes et de fiscalistes surtout. Partie qu'on oublie souvent quand on lance une boîte. Exactement. Surtout quand on veut créer un produit ou créer. Tout à fait, tout à fait. Des jeunes, des jeunes ingénieurs par exemple parfois, qui malheureusement par leur parcours n'ont pas forcément les aspects communicationnels, stratégiques ni légaux de l'entreprise. Alors ils viennent chez nous pour les deux aspects, mais évidemment, comme tu l'as dit, on a des jeunes qui sont pleins de talent, qui ont un bon produit, un bon service, des bonnes bases communicationnelles, mais qui en fait oublient les risques juridiques, et finalement quelques mois ou quelques années après, l'entreprise fonctionne bien, mais une surprise majeure sur ce plan-là, et l'entreprise doit faire. Merci, au revoir. Exactement. Et niveau capital risque, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, un nerf qu'on a un peu tendance à oublier ici à Genève, malgré la proximité des banques. Est-ce que tu aides aussi à ce niveau-là? Écoute, oui, alors c'est plus compliqué, je dirais, dès le lancement de l'entreprise. Effectivement, on veut amener un apport aussi dans ce domaine-là. On aimerait pousser un peu plus loin le développement de l'entreprise. Aujourd'hui, la priorité avant d'en arriver là, c'est par exemple, évidemment, toujours calibrer, ajuster les processus de l'entreprise, mais au-delà de ça, on veut mettre en place un accélérateur qui, lui, va agir à peu près de la même manière que l'entreprise elle-même, mais de façon gratuite pour des entreprises qui vraiment n'ont absolument pas les moyens de se lancer. On veut agir bénévolement évidemment dans les limites de nos ressources, ce qui veut dire 1 à 2 entreprises de façon annuelle. Et pour l'instant, c'est ça la priorité de l'entreprise. Par rapport à cette expérience et cette entreprise que tu as lancée, tu as lancée, par rapport à ce qui existe déjà, par exemple, si je cite Genilem ou ce genre de choses, tu es dans cette mouvance-là qui est, Tout à fait, tout à fait. Je dirais, ce qui nous permet quelque part d'agir de façon concrète, évidemment, je t'en ai parlé, ce sont les prix, c'est notre volonté de donner plus que de recevoir, en tout cas dans un premier temps. Il faut encore définir recevoir, parce que des fois tu reçois tellement en termes d'informations, d'expérience de la part de l'entrepreneur, tu trouves des synergies, vous pouvez travailler ensemble plus tard, ce qui fait que finalement on reçoit d'une certaine façon. Mais ce qui nous différencie, ou bien ce qui fait qu'on complète l'offre aujourd'hui, c'est très simplement que les entreprises que tu cites, que ce soit l'association Genilem ou des entreprises de conseil, ont des ressources qui sont limitées. Et si tu regardes un peu le marché, entre guillemets, si tu regardes le nombre de jeunes à la sortie de l'université qui ont des idées incroyables et qui veulent se lancer et qui ne savent pas s'y prendre, tu te rends compte que
l'offre en termes de conseils est tellement basse que je crois chaque concurrent entre guillemets ou chaque nouvel acteur dans le domaine sera plus que bienvenu. Ouais. Non, je pense parce que on a un bassin qui est incroyable à Genève, Oui. entre les hautes écoles, le campus biotech, C'est juste. le CERN. Au final, malgré tout, il y a beaucoup d'étudiants et de diplômants qui passent par là. C'est juste. On a une richesse de talents. Est-ce que tu n'as pas un peu l'impression qu'en politique, dans le discours, on dit oui, effectivement, il faut les soutenir, il faut faire des choses, mais concrètement, moi, ce qui m'embête toujours, c'est que je suis incapable de citer une start-up genevoise qui a explosé, tu vois, et c'est frustrant quelque part. T'as raison, il y a toujours plus à faire. Moi, je pars du principe selon lequel on reste un exemple. Je suis peut-être un peu plus optimiste que toi. T'es plus jeune. Et voilà l'explication. mais je veux dire, je crois qu'il y a beaucoup qui est fait. Je crois que par InnoSuisse ou au niveau cantonal, avec nos incubateurs, avec les politiques de subventionnement, avec les politiques qui sont mises en place dans le canton, je crois qu'il y a beaucoup qui est fait pour nos jeunes entreprises. Mais encore une fois, je pense que le plus grand problème, c'est juste le nombre d'idées. Alors c'est une opportunité et puis je dirais une menace en même temps, ou bien une force et une faiblesse en même temps, c'est que on a tellement de talents et tellement d'idées qui émergent que finalement, tu as raison sur le fait que l'effort n'arrive pas à suivre. Donc, il faut juste, je pense, renforcer ça. Il faut aller encore plus loin. Moi, j'étais, par exemple, pour un bureau de l'innovation au sein du canton de Genève qui te permet vraiment de façon très naïve, quand tu as une idée, quand tu t'associes, quand tu es au stade du germe de l'idée, que tu puisses dire voilà, je vous contacte parce que j'aimerais lancer mon entreprise, et puis qu'on puisse t'envoyer très simplement la documentation, ce qu'il te faut, simplement pour que tu saches dans quelle direction aller pour les premiers pas, parce que je te le dis vraiment d'expérience, il y a énormément de jeunes qui savent ni à qui s'adresser, ni quelles sont les premières étapes à entreprendre, et qui ne savent pas comment s'inscrire au registre du commerce. Donc finalement, tu peux rien faire. C'est-à-dire que tu es coincé dans une espèce de bulle, encagé avec ton idée, et puis finalement, c'est un peu triste de le dire comme ça, mais caricaturalement, tu meurs avec. Ouais. Parce que tu n'arrives pas à le concrétiser. Ok. La stratégie de développement de ton entreprise, parce qu'on est quand même une boîte de communication et de médias, comment tu utilises les nouveaux outils? Écoute, on essaye, on le fait de façon très artisanale. On utilise très peu de nouveaux outils. Les synergies qu'on veut trouver justement avec les personnes qu'on aide à prix réduit visent entre autres à nous permettre d'avancer sur ce genre de plan-là. L'un des coachs qu'on voudrait faire intervenir, alors là pour le coup ça peut peut-être nous différencier, nous positionner un peu par rapport à la concurrence, c'est qu'au-delà des conseils qu'on donne, je te dis avant que mon associé c'est le coordinateur de l'équipe légale. Ouais. Je suis le coordinateur de l'équipe stratégie. Ça veut dire que le conseil n'émane pas de nous de façon directe. Okay. Évidemment, on n'a de loin pas la prétention de pouvoir à notre âge aider les entreprises de façon individuelle. On fait intervenir des coachs sur ces mandats. Ces coachs-là, ce sont des personnes d'horizons très différents. Ça peut être autant la politique que des gens dans l'IT, que des gens dans la sécurité informatique, que des gens dans les relations publiques. Bien sûr. On fait intervenir 2, 3 ou 4 coachs sur chaque mandat avec nous. 2 heures, 3 heures, ou le temps d'un verre avec les entrepreneurs, toujours, ne serait-ce que pour donner des idées, etc. Et ça, je crois que ça représente une vraie plus-value. Les clients, entre guillemets, sont très contents avec ça. Les jeunes sont très contents, ils se sentent encore plus encadrés et ils le sont réellement. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye d'amener. Ça, c'est pour nous, on y croit dur comme fer pour plusieurs raisons. La première, je te l'ai dit, parce que ces personnes-là sont de loin les plus crédibles dans chaque domaine. Bien sûr. Mais au-delà de ça, parce qu'on croit à un modèle économique pour les prochaines années dans lequel il y aura de moins en moins de personnes qui seront embauchées dans une entreprise à 18 ans et qui continueront jusqu'à 60 ans dans la même entreprise. On croit moins à la carrière qu'il y a quelques années et on croit plus à l'intervention de chaque individu avec les compétences qu'il a, sous forme de mandat pour des entreprises. On voit de plus en plus les entreprises sous-traitées, ne serait-ce que de façon très ponctuelle, pour 2-3 heures, pour une compétence précise. Et donc, on est parti sur ce modèle-là. Okay. Et ce modèle-là, pour toi, jeune entrepreneur, est-ce que tu n'as pas peur de l'ubérisation de ces métiers-là? Tu as raison. C'est un point qui est
important. Tu m'as peut-être entendu, ou bien une ou deux personnes m'ont peut-être entendu m'activer un peu sur le dossier Uber, par exemple, récemment, face à Mauro Poggia. Il faut effectivement trouver un équilibre, et je crois que ça c'est le plus important, c'est la notion d'équilibre. Un équilibre entre la flexibilité qu'on laisse aux gens pour intervenir, pour entrer sur le marché du travail, pour sortir du chômage la plupart du temps, et de l'autre côté la protection qu'on leur offre. On n'est ni dans la protection, et ça c'est ma vision, c'est ni d'être dans la protection poussée à l'extrême, et puis je dirais dans un encadrement, et dans un immobilisme exactement, et dans une ignorance de ce qu'est ce modèle économique, ni de partir bien évidemment sur un système ultra ouvert, ultra libéral, et puis qui fera fi des besoins de chaque personne. Donc bien évidemment, nos coachs sont rémunérés, mais au-delà d'être rémunérés, ils ont des contrats qui leur permettent de toucher des cotisations sociales. Enfin, c'est évidemment, tout ça est très encadré. Bien sûr. Bah, avec une personne légère, exactement, légale, ouais, c'est un peu léger. Ouais. Comment Darius gère son image en tant que jeune politicien? À toi de me le dire, je crois que je suis en train de le faire là, donc t'es le premier, t'es celui qui est le plus proche de moi pour le dire. Les réseaux sociaux pour toi, c'est un mal nécessaire, c'est un bon outil de communication? C'est essentiel, c'est essentiel. Alors, je suis de loin pas celui qui utilise les réseaux sociaux comme il faut, c'est-à-dire que je suis actif, j'essaye même d'être très actif, simplement de façon très concrète. Ceux qui utilisent vraiment bien les réseaux publient le contenu qui est utile. Moi, je publie à peu près tout ce qui me passe sous la main, mais au-delà de ça, savent faire la différence entre les réseaux. C'est-à-dire qu'ils savent que le contenu qu'ils vont, surtout dans la forme par exemple, qu'ils vont publier sur Facebook ne va pas être le même que sur LinkedIn, etc. Moi non, moi je distribue, j'arrose. Le but étant simplement que les personnes qui soit m'ont élu, soit les personnes qui me suivent, soit les personnes qui me soutiennent, soit les personnes qui sont simplement intéressées par ce que je fais, soient au courant de ce que je fais. C'est-à-dire que aujourd'hui, en politique, comme dans à peu près tous les autres domaines, je crois, quand tu fais quelque chose, tu ne l'auras pas fait avant d'avoir communiqué dessus. Bien sûr. Donc, au final, la communication occupe une place incroyablement importante, et j'ai jamais ou très rarement envoyé un message à un journaliste, là on parle vraiment de politique, envoyer un message à un journaliste en lui disant « Est-ce que tu peux m'inviter ?» Presque jamais. Mais par la communication qui existe sur les projets que j'essaie de mener, il y a les journalistes sont venus, j'ai eu énormément de chance, m'ont contacté, et puis c'est là l'utilité des réseaux sociaux aussi, au-delà de ceux qui sont tes soutiens, c'est simplement que dans ton domaine, eh bien, la seule façon de montrer que tu as envie, que tu as une passion, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et que tu fais aussi. J'essaye effectivement de passer ce message-là. On va passer à un moment que j'aime bien, c'est le portrait de l'invité. Parce qu'on a beaucoup parlé de tes activités, tout ça. Donc c'est le portrait chinois, parce que je vais te poser des questions vraiment comme je le sens. C'est stressant ça, c'est difficile. Mais tu réponds comme tu le sens aussi. On y va. Alors, la première question, toujours la même. Donc c'est comment on devient chef? Il y en a qui disent qu'il faut avoir ça en soi, c'est-à-dire qu'ils voient comme quelque chose qui est inné que d'être un leader. Moi je crois que tu peux le construire. La façon de le construire, je crois que ça passe par énormément de facteurs, mais évidemment le plus fort d'entre eux, c'est la confiance en toi. La confiance en toi, tu peux l'acquérir de plusieurs façons. Tu sais, la surconfiance en soi, c'est l'un des ennemis du chef. Mais je suis persuadé que la surconfiance en soi, mais là on part un peu dans la philosophie, vient très souvent en réalité d'un manque de confiance en soi. On essaie de surcompenser. Donc ceux qui ont réellement confiance en eux par le parcours qu'ils ont eu, par les expériences qu'ils ont eues et par les apports qu'ils savent qu'ils peuvent amener, c'est-à-dire à peu près tout le monde à ce potentiel-là, eh bien eux sont de nature à plutôt se laisser aller, mais plutôt aussi derrière, donc ne pas se prendre au sérieux, mais derrière savoir essayer ensuite de donner confiance aux autres, ça c'est très important. Politicien, t'es forcément maso. Il faut accepter d'être un tout petit peu maso. Je crois que tu as raison là-dessus. Tu as raison là-dessus. Alors, c'est une passion, c'est un peu un sport extrême et tu acceptes le risque. Tu acceptes le risque dans ce sport, que ce soit l'équitation ou un sport encore plus extrême, tu acceptes de tomber de ton cheval. Tu acceptes de tomber, tu acceptes de te faire mal, tu acceptes tout ça parce que tu es convaincu et tu es passionné. Donc,
je suis maso, oui et non. Je suis en train de me faire plaisir en réalité, en acceptant le risque effectivement de prendre un ou deux revers. Super. Est-ce que Darius a un défaut? Énormément, énormément. Et je fais absolument pas de fausse modestie, très sincèrement. Non seulement, enfin bon, ça c'est c'est un peu bateau de dire ça, on en a tous, mais au-delà de ça, j'en ai beaucoup plus que beaucoup de gens que je croise. On a parlé des jeux vidéo, difficile de savoir mesurer. Je suis de nature à vouloir faire les choses à fond. Quand je commence quelque chose, et puis mes très bons amis me chambrent souvent avec ça, quand je commence quelque chose, quand je découvre quelque chose, j'ai envie de le vivre pas à 100%, mais à 300%. Cette activité ou bien cette chose-là devient presque le cœur de ma vie. J'ai envie d'en voir chaque aspect, j'ai envie d'en croquer chaque partie. Et ça peut effectivement être très souvent un défaut. Ça m'a amené parfois, on parle des jeux vidéo, mais ça peut être beaucoup d'autres choses, certains sports par exemple. Le karaté, non, le karaté, au-delà du karaté, bon, là il y avait mon père pour m'encadrer, il me disait n'en fais pas trop non plus. Il en fait? Sache, il en a fait très longtemps aussi. Sache trouver un équilibre. Mais un exemple tout concret, je me suis mis au vélo il y a quelques mois maintenant. Évidemment, la première. C'est à cause des pistes cyclables que tu t'es mis ou... C'est drôle que tu dises à cause. Il aurait fallu dire grâce. Grâce, oui, pardon. Mais... Parce qu'on est à Genève. Oui, exactement, bien vu. Mais non, écoute, je crois que les pistes cyclables ont aidé aussi. Au-delà de ça, de toute façon, il y a un pas à faire. Et puis surtout, c'est un sport. Je te dis, j'ai arrêté le karaté. Il était important de compenser, de trouver autre chose et puis de trouver ce qui, par exemple, dans mes déplacements qui me prennent déjà un peu de temps, me permettrait de faire du sport quand même. Mais le vélo, par exemple, le jour où je m'y suis mis, j'ai fait 3 heures de vélo. Le jour d'après, 3h30. Le jour d'après, 4 heures. Et puis, j'ai plus lâché jusqu'à avoir un pied qui m'a quitté, une tendinite. Je suis resté au lit une semaine. J'ai raté des vacances à cause de ça. Ah ouais. Donc, à fond, mais parfois un peu trop. Donc, très entier en fait. Donc, à fond, oui. Être dans la politique, ça aide pour les conquêtes? Je sais pas, très sincèrement, je suis tellement timide. C'est-à-dire que la timidité, à mon avis, elle peut revêtir plusieurs formes. Hein. Mais dans mes groupes d'amis, j'ai toujours été celui qui était toujours un peu en retrait dans ce genre de situation. Hein. Dans d'autres genres de situations, j'aime bien, comme d'autres, me mettre en avant ou bien occuper la même place que les autres. Mais sur les femmes en général, j'ai toujours eu un respect, peut-être qui me vient de l'Iran, de mon passé, mais un respect, une certaine distance qu'il faut toujours avoir avec la gente féminine, une façon de parler avec la gente féminine qui font que j'ai jamais vécu ni, tu sais, cette amitié femme-homme à laquelle on est très habitué ici. Donc j'ai jamais eu vraiment une amitié profonde avec une femme, mais au-delà de ça, j'ai toujours admiré la femme. Je l'ai toujours placée sur un piédestal, sans doute à raison, et ça m'a amené très souvent à être très timide. Donc ça a peut-être aidé d'autres personnes, mais moi, je crois pas que ça ait vraiment servi à ça. L'Iran pour toi? C'est ma mère. Je t'ai dit, en réalité, enfin c'est figuré puisque mes 2 parents sont iraniens, mais au sens figuré, c'est mon pays natal. Le farsi, donc l'iranien est ma langue maternelle, et donc on retrouve cet aspect de la mer. C'est vraiment l'Iran qui m'a mis au monde, là aussi au sens figuré. Et puis j'ai un père d'adoption, donc c'est incroyablement important. Ce sont 2 voyages annuels en général, pas en période de pandémie pour les raisons que tu devines, mais en temps normal, ce sont 2 voyages annuels là-bas. C'est un retour aux sources, c'est un apaisement, c'est le côté chaleureux, la générosité des Iraniens, c'est quelque chose qui me manque énormément. La culture, la culture, évidemment. C'est une vraie civilisation et cette fois, j'essaie de ne pas le faire dans un but de propagande, mais c'est une vraie civilisation que j'invite à découvrir parce que il y a vraiment, quand on parle de générosité, il faut aller voir ce que ça veut vraiment dire. Et effectivement, l'Iran occupe une place centrale dans ma vie. Une bêtise que Darius aurait fait ou adorerait faire? J'adorerais apprendre parfois à garder
la langue dans ma poche, surtout dans des situations un peu compliquées. Tu as parlé des turbulences. Très rapidement, tu sais, j'ai fait partie des premiers à être sorti du bois, à avoir donné ma position sur l'affaire. C'est pas une bêtise, c'est une conviction que j'ai, mais il m'est arrivé aussi, par exemple, dans le lancement de modifications statutaires qu'on propose avec les jeunes libéraux radicaux pour changer les statuts du PLR, il m'arrive parfois de déboulonner, quand j'ai une idée, quand j'ai un projet, d'aller en parler tout de suite, soit dans l'enthousiasme, soit dans une forme de fierté de ce projet, soit dans une conviction qui est profonde. Mais une des bêtises que je fais souvent, c'est de ne pas avoir la langue dans la poche. Alors, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on me voit souvent ou parfois sur des plateaux, mais je veux dire, évidemment parfois ça aura des aspects négatifs puisque les Suisses aiment bien aller lentement, aiment bien prendre leur temps, aiment bien respecter chaque étape. D'abord tu parles de ton projet à ton voisin, ensuite tu en parles à ton autre voisin qui habite 10 mètres plus loin, et puis peut-être qu'un jour on en prendra tous connaissance. Mais moi je ne suis pas dans cette optique. J'ai un projet, il me semble porteur, j'en suis convaincu. Je crois fortement à la transparence et je suis du genre parfois à griller les étapes. Ok. Si tu étais une gourmandise, Darius. J'en suis, non? Non, mais... Ça, je demanderai à tes ex, ou à ta côté. mais non, écoute, j'ai envie de dire, c'est un peu cliché, mais le pudding à l'iranienne. C'est un dessert très spécial que tu as toujours beaucoup de plaisir à découvrir. Je vois les gens, quand ils voient ce pudding qui est en fait une sorte de dessert jaunâtre avec du safran qui est magnifique, qui est iranien. Ils mangent leur première cuillère, ils adorent ça, et puis ils se rendent compte qu'il y a des morceaux d'amande et de pistache dedans, puis beaucoup de gens n'aiment pas ça, puis tu vois d'un coup leur visage changer. Je serais peut-être un peu ça, parce que a priori, on m'a souvent parlé d'un sourire ou bien d'un côté avenant que j'ai, et puis il y a ce côté, voilà, il nous plaît bien, et puis derrière, il y a tous les défauts dont je t'ai parlé. On découvre les défauts, et puis là, la grimace arrive, mais je serais peut-être celui-ci. Au final, on en reprend une deuxième cuillère. En tout cas, toi, visiblement, mais j'espère. Une soirée parfaite pour toi, c'est quoi? C'est difficile, hein. Je t'ai dit que je vivais à 200% et que quand je découvrais quelque chose, j'avais envie de le faire à fond. Ça m'a poussé souvent à découvrir des genres de soirées ou bien des activités ou des choses comme ça, puis à vouloir les répéter pendant un mois, à faire la même soirée tous les soirs de façon répétée. Mais une soirée parfaite, c'est une soirée dans laquelle, avec les amis, parce que j'adore travailler avec les amis. Certains disent que c'est une erreur, moi j'adore ça. Avec les amis, on passe 1 heure ou 2 à travailler sur une association ou sur une entreprise qui nous appartient. On va de l'avant sur nos projets. Ensuite, on mange un plat que j'aime bien, les tom yum au poulet, des nouilles, tu sais, en soupe, chez Noodle aux eaux vives. On continue par un escape game ou un cinéma. Et puis, aujourd'hui, c'est plus possible, mais il y a quelques temps, on sort en boîte. Donc, on aurait pu te croiser en boîte. C'est arrivé, oui, c'est arrivé. Je crois que tu sais, l'une des activités principales de mes amis et de moi-même jusqu'à évidemment la période de coronavirus, c'était effectivement de sortir en boîte. Il y a plusieurs aspects à ça. Je ne veux pas faire le philosophe sur un sujet qui semble aussi simple, mais de façon très simple, j'aime ça. J'aime me défouler comme tout le monde. On adore danser en boîte, on adore rencontrer du monde, on adore ce genre de moments, mais sur un plan un peu plus philosophique peut-être. C'était aussi une façon, la boîte pour moi, de vaincre la timidité. Tu sais, ça, pas forcément avec les femmes ou la gente féminine, mais en général, hein, la rencontre de l'autre, exactement. Et puis, au-delà de ça, eh bien, vu que j'ai un goût pour le challenge, je sais que toi aussi, le fait de pouvoir vaincre le mal de tête du lendemain, c'est un vrai challenge aussi. Coca est ton ami. Exactement, bien vu. Exactement. Une personnalité vivante ou décédée avec qui tu aimerais passer la soirée? Ça, c'est difficile.
À la première question, j'allais te répondre Donald Trump, mais après j'ai envie de changer de réponse parce que pour passer la soirée, je suis pas certain. Mais tu sais, j'ai aucune espèce d'admiration pour Donald Trump, aucune. J'ai aucune espèce de respect pour la plupart des positions qu'il tient, notamment sur le plan international. Et puis là, tu diras que je suis subjectif, bien évidemment, je suis iranien, mais au-delà de ça, il y a pas mal d'aspects qui me dérangent beaucoup. Mais pour comprendre ce personnage, pour l'exercice psychologique, tu sais, pour presque psychiatrique. C'était quoi la deuxième question? Es-tu maso? Non, c'est pas ça. Bien vu. C'est exactement ça. Mais ne serait-ce que pour apprendre à te défendre là-dessus, au moins, je suis pas maso. Ne serait-ce que pour apprendre que des gens comme ça peut exister en politique, avec ce genre de comportement, avec ce genre de personnalité. Je parle pas seulement des positions politiques, ça c'est une chose. C'est la personne. Mais la personne, le comportement que tu peux voir de lui, les paroles que tu peux parfois entendre, je trouve pas que c'est une honte pour la politique, je trouve que c'est une honte pour l'humanité. Et ne serait-ce que pour comprendre comment cette personne en est arrivée là, j'ai envie de, pendant 1 heure, lui dire « Donald, raconte-moi ta vie comme toi tu es en train de le faire avec moi. » Donald, si tu m'écoutes. Bon, c'est plus facile pour toi parce que c'est plus proche, mais tu croises le gamin que tu étais à 16 ans. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors là, il y en a qui vont rire à ta question. Le gamin que j'étais à 16 ans, il était gros. J'étais imposant. J'étais très isolé. J'émergeais gentiment. Tu sais, j'apprenais gentiment. J'avais appris le français, évidemment, à partir de, je dirais, 12-13 ans. J'étais fluide, il n'y avait aucun problème, mais je commençais à perdre même les derniers accents que j'avais, et donc j'étais encore un peu isolé. Je n'avais pas encore vraiment de cercle d'amis très proche et très ancré. Les jeux vidéo, c'était la période des excès. Donc, je lui dirais, continue tes excès, continue à te laisser aller, sois qui tu es, mais surtout rencontre les personnes que tu as rencontrées par la suite. Parce que, très sincèrement, les personnes que j'ai rencontrées, je les ai toujours rencontrées au bon moment et ça a toujours été les bonnes personnes. Que ce soit pour des conseils ou que ce soit pour m'encadrer ou que ce soit pour avancer ensemble sur des projets, pour n'importe quoi. J'ai eu tellement de chance avec les rencontres que j'ai eues dans la vie que j'ai même pas envie de dire à ce gamin quoi faire. J'ai juste envie de lui dire t'en fais pas, apparemment ça va arriver, ça va venir. Super. Si tu étais un mot de la fin de cette interview. Je te dirais, Patrick, que ça a été un grand plaisir. Je te dirais de continuer aussi. Pour moi, c'était plus que, je dirais, c'était vraiment un plaisir, surtout de passer après Bertrand Reich, que tu as reçu et puis qui est tellement plein de culture. Mais j'ai envie de dire, entreprenez. Je le dis pas seulement à cause de mon business ou grâce à mon business en guillemets, grâce à ce que je fais. Je le dis pas seulement pour la politique, je le dis pas seulement pour les amis que j'ai qui se sont distingués chacun dans leur domaine, qui sont des sportifs, qui adorent le challenge, etc. Mais c'est entreprenez, c'est essayer de goûter un peu à tout, essayer d'apprendre à vous connaître. Je te l'ai dit, je suis passé par le droit, par la Sciences Po, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour finalement trouver ce qu'il me fallait. On a du temps. On a du temps, entreprenons, touchons à tout, n'ayons pas peur. Santé. Santé Patrick, merci beaucoup.